Il y a quelque chose dont on parle très peu quand on parle d'épuisement mental chez les femmes. On parle beaucoup de charge mentale, on parle de stress, on parle d'hypersensibilité, mais il y a un mécanisme beaucoup plus subtil à l'action et aussi beaucoup plus puissant. Et un mécanisme qui vide littéralement ton énergie intérieure. Ce mécanisme, alors, tu vois de ce dont je veux parler ou pas? Eh bien, c'est le besoin d'être aimé. Alors évidemment, dit comme ça peut paraître étrange. Le besoin d'être aimé qui nous vide de notre énergie, qui nous vide de l'intérieur. Et oui, ça paraît étrange parce que vouloir être aimé dans notre société occidentale, ça semble tout à fait normal, peut-être même vital pour certains et certaines. C'est même profondément humain. Mais ce que beaucoup de femmes ne voient pas, c'est que ce besoin peut devenir une prison invisible. Une prison intérieure dans laquelle on va passer sa vie à s'adapter, à faire des efforts, à comprendre les autres, éviter les conflits et parfois se trahir. Je dis parfois, mais c'est la plupart du temps. Se trahir sans même s'en rendre compte. Et c'est exactement ce mécanisme qui explique pourquoi tant de femmes intelligentes, sensibles et conscientes finissent par s'épuiser émotionnellement et mentalement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi le besoin d'être aimé peut vider de ton énergie, pourquoi ce mécanisme commence souvent très tôt dans la vie, comment il crée une adaptation permanente aux autres. Et pourquoi? La première prise de conscience change absolument tout. Ce qui me surprend, qui est pourtant la norme, c'est que nous avons presque toutes été élevées avec une idée très simple. Être aimé est essentiel. Être apprécié est important. Être accepté par les autres est quelque chose de positif. Et bien sûr, dans une certaine mesure, c'est tout à fait vrai. Nous sommes humains, humaines, et nous sommes de fait des êtres relationnels. Nous avons besoin d'entretenir des relations les uns avec les autres. On ne peut pas vivre seul en ermite dans une grotte, pour le commun des mortels en tout cas. Pour le dire autrement, je dirais que nous avons besoin de liens. Jusque-là, je pense que tu es d'accord avec moi. Mais le problème apparaît quand le besoin d'être aimé devient une condition intérieure permanente, comme une alerte rouge, tu vois, qui va clignoter si toutefois on ne se sent pas aimé. Donc je redis la phrase, c'est que le problème apparaît quand le besoin d'être aimé devient une condition intérieure permanente. C'est quand l'esprit commence à penser, et ça peut être tout à fait inconscient, hein, ce genre de pensée. Il va établir des corrélations, comme des équations mathématiques. Si je suis aimé, alors je suis en sécurité. Et à contrario, si je ne suis pas aimé, je suis en danger. Et ce glissement, il est extrêmement subtil. Parce qu'à partir de ce moment-là, la vie ne consiste plus simplement à vivre et à être soi. La vie devient une stratégie permanente pour être accepté, pour se faire accepter, pour se faire aimer. Et c'est là que l'énergie commence à se vider. Tu vas avoir des fuites énergétiques si tu mènes ta vie
de cette façon-là. Rechercher absolument l'approbation de l'autre, rechercher absolument l'amour de l'autre. Et ça peut être dans ta relation de couple, bien évidemment, mais ça peut être ta relation avec tes parents, peut-être tes relations avec tes enfants, ça peut même être avec ton patron. Faire les choses bien professionnellement pour que mon patron m'aime. Il y a plein de gens qui confondent ça et qui vont mettre de l'amour dans leur relation au travail, avec leurs collègues, être bien avec mes collègues pour qu'ils m'apprécient, qu'ils m'aiment. Moi, je suis jamais allée au travail pour être appréciée et aimée. Je fais mon travail, point, du mieux que je peux, et après, je reste moi-même. Ça plaît ou ça plaît pas. Mais je suis le vilain petit canard, la personne qui ne se comporte pas tout à fait comme la norme. Et j'ai vu au travail que beaucoup de salariés font un maximum pour être aimés de leur patron, être aimés de leurs collègues. Et quelquefois, même le patron va tout faire pour être aimé de ses salariés. Alors que, selon moi, l'amour conditionnel n'a rien à faire au travail. Parce que oui, il s'agit bien d'un amour conditionnel. Si je fais bien mon travail, je serai aimé ou apprécié par mes collègues, par mon patron. Tu vois, il y a toujours ces conditions-là. Et le patron, si je considère bien mes employés, si je leur mets une salle de repos, si je leur mets un micro-ondes, ils vont m'aimer, ils vont m'apprécier. On a tous eu, à un moment de notre vie, ces conceptions erronées de la relation à l'autre. Et chez la plupart des gens, et notamment des femmes, cette conception erronée va persister toute la vie durant. Et c'est profondément dommageable, et pour elle, et pour l'autre, et pour la relation entre les deux. Parce que se comporter de cette façon-là dissimule des choses plus cachées, plus invisibles. Quand le besoin d'être aimé devient central, et il l'est pour la plupart des gens, il crée des comportements très particuliers. Des comportements que beaucoup de femmes reconnaissent immédiatement. Je te donne des exemples, ça va être plus parlant, tu vas mieux te rendre compte et tu vas aussi pouvoir voir si tu es toi-même dans ce genre de configuration ou pas. Par exemple, ça peut être faire des efforts pour être apprécié. C'est aussi faire attention à ce que tu dis. Tu fais attention à ne pas blesser. Tu fais attention à ne pas déplaire. Et pour plein de gens, peut-être pour toi, ça peut sembler être simplement de la gentillesse. Et peut-être c'en est, mais parfois ce n'est pas de la gentillesse. Je t'entends, tu es en train de me demander, bah alors, c'est quoi, Elisabeth, si c'est pas de la gentillesse? Eh bien, c'est de l'adaptation permanente. C'est ça qui est comment dire, en fond, en arrière-plan. Voilà, je trouvais pas le mot. Un autre comportement fréquent, c'est, oh là, je fais tout pour éviter les conflits. Tu vas sentir, bien évidemment, que quelque chose ne te convient pas. Une situation, un rapport à l'autre, une façon que la personne a de te parler, de te considérer, que ce soit ton patron, ton conjoint, n'importe quelle autre personne en face de toi. Donc tu sens que quelque chose ne te convient pas, mais motus, tu vas préférer ne rien dire. Et tu dis rien parce que dire quelque chose pourrait créer un malaise. Ou pire, tu pourrais déplaire, tes propos pourraient déplaire. Alors, tu te tais. Ce que j'aimerais que tu réalises en m'écoutant, c'est que ce silence intérieur a un coût énorme. Encore une fois, c'est un coût pour toi, un coût pour ton interlocuteur, un coût pour votre relation.
Autre comportement très répandu, dire oui quand tu penses non. Au fond de toi, à l'intérieur, tu sais que tu n'as pas vraiment envie d'accepter de rendre service à ton voisin, de prendre le dossier que ton patron veut te confier, de arrêter la centrifugeuse si tu travailles dans un labo à la place de ton collègue parce qu'il te le demande, doit partir plus tôt. Non, t'as pas envie de faire ça. Tu sais que tu es fatigué d'agir toujours comme ça, de dire oui quand tu penses non. Tu sais que ce comportement n'est pas du tout cohérent avec ton être profond, avec ton âme, avec tes valeurs. C'est pas aligné du tout avec toi. Mais tu dis oui. Parce que dire non pourrait créer une tension. Et petit à petit, ce mécanisme crée quelque chose de très particulier. Il y a en toi une dissociation intérieure. Tu vois, c'est comme un puzzle, pour te donner une image, je vois bien comme ça, un puzzle avec chacune de ses pièces éparses. Tu es complètement fragmenté, dissocié. Alors évidemment, hein, quand tu ne fais plus bloc, quand tu n'as plus d'unification, ça ne peut pas être bénéfique pour toi. Ça ne peut pas te maintenir en santé parfaite, ça ne peut pas te maintenir à ton poids de forme de te comporter ainsi. Ça ne peut pas créer des relations harmonieuses avec les autres. Ça ne peut pas te créer une vie d'amour, de prospérité, d'abondance, une vie où tu t'épanouis. Tu n'es pas en expansion en étant dissocié, fractionné. Tu es en contraction permanente. Tu es en contrôle sur tout. Tu ne te respectes pas du tout en faisant cela. Il y a des mécanismes invisibles qui sont là derrière, bien sûr, qui sont à l'action, qui sont souvent inconscients, je te l'accorde. Néanmoins, tu sais que moi, ma philosophie de vie, c'est toujours, dès lors que je ne me sens pas bien, dès lors que je ne me respecte pas, dès lors que je suis en contraction ou en contrôle, je vais tout de suite aller régler ce qu'il y a à régler, aller changer ce qu'il y a à changer, aller dire non si je pense non, dire oui si je pense profondément oui, de façon à ce que l'équilibre se rétablisse, que je reprenne goût à la vie, que je sois joyeuse, que je sois bien dans mon corps, dans ma tête, dans mes émotions, dans mon cœur, et spirituellement aussi, histoire de ces fameux 4C dont je te rabâche sans arrêt le besoin que ça travaille en synergie. Pour comprendre ce qui se passe, il faut bien évidemment que tu comprennes le rôle du mental. Le mental humain fonctionne beaucoup avec des associations. Et très tôt dans la vie, il peut créer une équation simple. Je suis aimé égale je suis en sécurité. Quand un enfant sent qu'il est aimé, accepté, même valorisé, il se sent de fait en sécurité. Mais si cet amour devient conditionnel, eh bien l'enfant va apprendre quelque chose de très particulier. Pour être aimé, je dois être d'une certaine façon. Je dois parler d'une certaine façon. Je dois me comporter d'une certaine façon. Je dois exprimer certaines choses d'une certaine façon. Je dois prendre certaines habitudes, certaines attitudes. Souvent, l'enfant va se dire, pour être aimé, je dois être gentille. Pour être aimé, je dois être agréable. Je dois faire plaisir. Quelle mère n'a pas dit à son enfant, va ranger ta chambre? Et l'enfant répond, non, 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 je n'ai pas envie d'aller ranger ma chambre, moi j'ai envie de jouer. Et la mère de dire, allez, va ranger ta chambre, vas-y, pour me faire plaisir. Et ça, c'est pas anodin. J'ai revu ça il n'y a pas très longtemps dans un film.
Et ça m'a rappelé que même ma maman faisait ce genre de choses, me disait ce genre de choses quand j'étais petite. Pour être aimée, je dois comprendre les autres. C'est aussi ça qu'on peut interpréter quand on est gosse. Je dois éviter les conflits. Et sans s'en rendre compte, eh bien, cet enfant qui est conditionné, formaté de la sorte, va devenir un adulte qui continue de fonctionner selon cette logique. Alors le résultat, eh bien, c'est que l'adaptation devient permanente. Et cette adaptation, comme c'est pas ta nature profonde, c'est pas le mode de fonctionnement le mieux adapté à qui tu es. Tu es un être divin incarné dans un corps physique, je te le rappelle. Donc forcément, cette adaptation devenue permanente, elle consomme énormément d'énergie mentale et émotionnelle. Elle te bouffe de l'intérieur quelque part, hein. C'est une façon plus crue de te dire les choses. Et pourquoi ça bouffe cette énergie? Tout simplement parce que ton cerveau, ton mental doit constamment analyser, anticiper, comprendre, corriger, s'ajuster. C'est exactement pour ça que les femmes hypersensibles, intelligentes, s'épuisent souvent plus que les autres. Parce qu'aussi, elles ressentent tout, elles perçoivent tout, elles analysent tout. Et elles utilisent leur intelligence pour s'adapter. On le voit beaucoup dans les couples. Les femmes que j'accompagne, souvent s'adaptent énormément à leur conjoint. Par exemple, elles savent que si le conjoint rentre et que le dîner n'est pas en train de cuire, ça va créer une tension, ça va créer une crise, une petite scène. Des fois, pas grand-chose, mais elles veulent tellement se comporter en épouse parfaite qu'elles vont se contraindre à ce que dès que monsieur rentre, eh bien, le dîner soit en train de cuire ou soit complètement prêt. Tu vois, c'est ce genre d'ajustement. On va anticiper la réaction de l'autre. On sait que ça déplaît à monsieur si le repas n'est pas prêt quand il arrive ou pas en préparation. Alors, on va pas, la femme ne va pas s'autoriser un sas de décompression en rentrant du travail. Elle va tout de suite se replonger dans sa deuxième activité quotidienne qui est de s'occuper de la maison, des enfants, de la popote, etc. Tout ça pour éviter de contrarier monsieur, pour éviter qu'il y ait, comme je te l'ai dit, peut-être une scène, qu'il y ait un petit conflit, qu'il y ait une réflexion désagréable à leur rencontre. Et quand c'est un petit peu de temps en temps, ça peut faire partie du jeu, ça peut être même de se dire, bah, je fais plaisir à mon époux, etc. Mais quand ça devient quasi obsessionnel, une contrainte quotidienne, là, on est vraiment dans la suradaptation et ça fatigue énormément. C'est malsain pour soi, pour l'autre et pour la relation de couple. Là, je parle de la relation de couple, mais tu peux dupliquer dans quelque relation que ce soit, bien sûr. Donc, comme je viens de te le dire, il y a de l'énergie qui se barre, des fuites énergétiques, il y a de la fatigue. Donc, il y a vraiment un coût énergétique non négligeable à de tels comportements. Le coût, il est vraiment très réel et très concret. Et peut-être que toi, tu le ressens, ce coût, cette fatigue, cette impression de vide à l'intérieur de toi. Parce qu'évidemment, beaucoup de femmes ressentent profondément ce coup, mais sans toutefois pouvoir mettre un nom dessus, sans comprendre pourquoi il y a ça en elles. Comme je te le disais, il y a la fatigue. D'abord, c'est la fatigue mentale. Parce que quand tu analyses en permanence la réaction des autres, quand tu réfléchis, que tu refais le film, tu réfléchis à ce que tu aurais dû dire, à ce que tu aurais pu dire,
Quand tu repasses des conversations dans ta tête, quand tu te refais les histoires, le cerveau, il s'arrête jamais vraiment quand tu anticipes, quand tu analyses tout le temps. Donc ça, c'est ce que j'appelle la fatigue, le coup mental. Et puis, il y a la fatigue émotionnelle, bien sûr, hein. Parce que dans ce genre de relation, ce genre d'adaptation que tu mets en œuvre chaque jour, tu portes aussi les émotions des autres. Et ça, c'est extrêmement lourd. Beaucoup de femmes sensibles deviennent, on peut le dire, hein, des éponges émotionnelles. Elles absorbent. Elles comprennent les autres, leurs patrons, les employés de la même boîte, les collègues, le mari, les enfants, les parents, les amis, les connaissances, la voisine, la boulangère. Elles comprennent toutes ces personnes et elles les soutiennent. Mais en faisant ça, elles ne se nourrissent pas elles-mêmes. Elles ne prennent pas soin d'elles, elles ne se respectent pas. Et c'est pour ça qu'il y a ces fuites énergétiques et petit à petit, quelque chose se vide en toi. Il y a aussi un autre coup dont on parle très exceptionnellement. C'est le coût énergétique dans les décisions. Pour le dire autrement, quand tu es vraiment connecté à ton centre intérieur, à ton âme, à ton être profond, à toi vraiment, à ta nature profonde, les décisions deviennent simples. Tu as juste à t'écouter et ça coule. Tu n'as pas besoin d'anticiper, d'analyser, de peser le pour et le contre. Il y a cette petite voix qui te guide. Mais quand ton mental cherche surtout à préserver l'amour des autres pour toi, chaque décision devient compliquée. C'est un casse-tête permanent. Tu te demandes, ouais, si je décide ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? Comment ils vont réagir? Est-ce que ça va créer un problème? Et cette tension permanente, hein, continue par t'épuiser et ça t'épuise profondément. On voit ça notamment dans les ruptures, les séparations, soit quitter son travail par exemple. Je ne supporte plus d'être maltraitée, malmenée, humiliée, manipulée dans mon travail et je veux le quitter. Mais que vont penser mes enfants? Que va penser mon mari? On va dire que je suis faible, que je sais pas me faire respecter, que c'est un coup de tête, que je suis pas capable d'avoir vraiment ma vie en main, de prendre mes responsabilités, de m'affirmer. Si je prends la décision de quitter mon emploi, eh bien, mon mari va me reprocher de ne plus apporter suffisamment d'argent à la maison. Mes enfants risquent d'en pâtir aussi parce que je vais devoir peut-être, avec des revenus moindres, supprimer certaines de leurs activités ou limiter leur argent de poche. Mes collègues vont pas comprendre si je pars. Ceux avec lesquels je suis bien, avec lesquels je m'entends bien, ils vont croire que je les lâche, que je ne les soutiens plus, que je les laisse aux prises avec ce manager super manipulateur et je serai plus là pour les soutenir. Donc tu vois, c'est ce genre de préoccupation qui fait que tu n'es plus en mesure de décider parce que tu es trop dans la prise en compte des autres, de ce qu'ils vont penser de toi, de ce qu'ils vont devenir si tu prends ce type de décision, etc. Alors que ce qui serait stressant, c'est de te dire, bah, là, je suis vraiment pas bien dans cet emploi, donc je dois partir. Et je trouverai
un autre emploi, une autre activité ou d'autres revenus pour combler le manque à gagner. Parce que, de fait, en quittant cet enfer, je serai plus sereine, je vais retrouver mon calme mental, je vais retrouver l'envie de vivre, l'envie de mener à bien de nouveaux projets. Tu vois, c'est encore à chaque fois, c'est la façon de percevoir ta réalité, de percevoir les autres qui peut tout changer dans ta vie. Mais la personne qui est engluée par ce besoin d'être aimée, à un moment donné, elle n'est plus en capacité d'avoir son propre champ d'action, de décision. Elle n'a quasiment plus de libre arbitre. Elle est comme une marionnette reliée à des fils invisibles à son entourage, à ses collègues, son patron, ses enfants, etc. Et à chaque fois qu'il y a une micro-décision qui arrive, elle sent que ça tire sur un fil et que l'autre risque d'être inconfortable, alors elle reprend sa place, même si pour elle, cette place est la plus douloureuse au monde. Alors fort heureusement, hein, et je l'ai vu souvent dans les accompagnements que je fais en accompagnement individuel auprès de mes clientes, eh bien, il y a un moment très particulier dans ce processus. C'est un moment où quelque chose devient palpable, quelque chose devient visible. Il y a un moment, tu vois clairement ce qui se joue, tu vois clairement le mécanisme en action à l'œuvre. Il y a une prise de conscience qui change tout à un moment donné. C'est le moment où tu réalises que ton épuisement ne vient pas simplement du travail, des responsabilités ou du stress, mais ton épuisement vient d'un mécanisme intérieur. Le moment où tu vois que très souvent, tu t'es adapté, tu t'es suradapté pour être aimé. Et bien sûr, hein, cette prise de conscience n'est pas un jugement, elle ne doit pas l'être en tous les cas. C'est un état de fait. D'un coup, tu réalises, tu te rends compte de ce qui se joue. On peut dire que cette prise de conscience est une lumière. Voilà simplement comme une lumière. C'est ce qui sera le plus bénéfique pour toi. Et c'est super parce que dès lors que un mécanisme devient visible, que tu es capable de comprendre pourquoi tu te comportes de telle façon, pourquoi tu agis de telle façon, pourquoi tu réagis de cette manière, pourquoi tu ne prends pas telle décision, pourquoi tu dis oui au lieu de dire non, etc. Bien, dès lors que tu prends conscience, que tu vois exactement ce qu'il se passe, ce mécanisme va perdre son pouvoir petit à petit. Et finalement, et c'est ce que je te souhaite du fond du cœur en tous les cas, c'est que ta dépendance à l'amour des autres va commencer doucement à se dissoudre. Et en plus, il y a quelque chose d'autre qui va pouvoir apparaître, c'est une relation beaucoup plus honnête avec toi-même. Oui, parce que finalement, quand tu fais les choses pour avoir l'approbation des autres, pour avoir l'amour des autres, tu te renies. Tu renies ton identité profonde, tu renies tes valeurs, tu renies qui tu es profondément, naturellement. C'est vraiment ce détricotage que je souhaite t'amener à faire quand je fais ce genre de vidéo. C'est que tu te rendes compte vraiment de ce qui se joue, des enjeux qui te lient aux autres et voir que finalement, le plus beau, c'est d'être aimé sans condition.
c'est d'être aimé pour qui tu es réellement, pour qui tu es profondément. Et si jusqu'à maintenant, ben, quelque part, tu as joué un rôle, tu t'es renié pour avoir l'amour des autres ou leur approbation, eh bien, il est temps de changer le bouton de place, que tu déplaces ton curseur pour faire autrement, pour vivre en accord, en cohérence avec qui tu es vraiment, avec le respect de toi, le respect des autres, avec tes valeurs profondes. Il n'y a rien de plus beau que d'être honnête envers soi-même et de faire rayonner ça dans chaque action, dans chaque pensée, dans chaque mot que tu vas prononcer, dans chaque comportement, dans chacune de tes attitudes, dans toutes les situations de ta vie. C'est vers ça que je souhaite t'emmener depuis plus de 20 ans maintenant dans tout ce que je prône dans mes contenus gratuits comme dans mes accompagnements de groupe ou en one-to-one. Tu vois, aujourd'hui, on a abordé vraiment quelque chose dont 99% de la population française souffre, ce fait d'être conditionné à l'amour de l'autre et d'agir pour avoir cet amour coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, même si c'est au prix de ta santé, au prix d'un mal-être permanent, au prix d'un épuisement, au prix d'un reniement de qui tu es. Alors si ce sujet, si ce que j'ai évoqué aujourd'hui te parle, j'ai préparé quelque chose pour toi, quelque chose entièrement gratuit. Ce sont 3 audios gratuits, encore une fois, dans lesquels j'explique plus profondément le mécanisme de l'épuisement intérieur chez les femmes sensibles et conscientes. Dans ces audios, je t'explique pourquoi tu as appris à t'adapter au temps, comment ce mécanisme se crée et aussi ce qui commence à changer quand tu cesses de te trahir intérieurement. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo pour que tu puisses recevoir ces audios gratuits. Pense aussi à t'abonner à ma chaîne, comme ça tu auras toutes les notifications dès lors que je publierai un nouveau contenu. Je te dis à bientôt. Au revoir.